Voilà, bon, on passe maintenant à un nouvel exercice exploratoire. On va changer un petit peu le type de sollicitation qu'on impose sur le système à 1 degré liberté. Donc on continue de regarder le même type d'oscillateur. Donc vous vous souvenez qu'il est tout à fait général, il est caractérisé par une masse, une raideur et une viscosité. Et on va donc résoudre la même équation que d'habitude, l'équation du mouvement. Donc masse, accélération, Q représente l'accélération de cette masse, C fois la vitesse, K fois la position, est égal à une sollicitation. Et alors cette sollicitation ici, on va considérer qu'elle se représente comme P0 fois sinus oméga t. Quand on divise tout ça membre à membre par la masse, on peut réécrire ça sous la forme de cette équation-là. Et on a pris le soin donc de poser dans l'exercice qui nous intéresse pour le moment, P0 divisé par M, on suppose que c'est égal à 1 par simplicité, parce que l'amplitude du sinus ici est égale à 1. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer qu'on part d'une condition repos, donc ça veut dire que Q de 0 égale 0 et Q dot de 0 égale 0. On suppose que oméga 1 est égal à 1 radian par seconde. On fixe l'amortissement à 5%, ce qui est relativement élevé pour les structures du génie civil. Donc généralement, c'est vraiment très rare qu'on ait des valeurs d'amortissement aussi importantes que celles-là. Mais c'est pour s'économiser un tout petit peu et pouvoir faire des simulations qui ne sont pas trop longues. Parce qu'en fait, on sait maintenant que le temps de mémoire, je me répète, mais c'est volontaire, le temps de mémoire qui s'exprime comme ceci sera d'autant plus court que l'amortissement est élevé. Donc avec 5%, on pourra simuler un petit peu plus court, un peu moins longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On va de nouveau déterminer un coefficient d'amplification dynamique. Pourquoi? Parce qu'on va comparer la réponse dynamique maximale et la réponse quasi-statique maximale pour différentes valeurs de oméga. Avec les deux cas limites importants, que se passe-t-il, ou trois cas en tout cas ici qui sont importants, que se passe-t-il quand la fréquence du chargement est beaucoup plus grande que la fréquence propre, beaucoup plus petite ou bien similaire? Ok, ici donc on est dans un exemple qui est relativement simple, on l'a partiellement traité tout au début du cours quand on parlait des intégrateurs temporels. On avait déjà un petit peu balayé les valeurs de fréquence possibles. Vous devez vous attendre à ce qu'on arrive à un phénomène de résonance, quand la fréquence ou la pulsation de l'excitation est similaire à la fréquence propre de la structure. Mais ce que je vais vous demander de faire ici, c'est donc d'analyser la réponse de la structure, donc regardez les signaux de la fréquence au cours du temps, regardez-les pour différentes valeurs du grand oméga. Une fois que vous avez regardé quelques cas particuliers, bien représentez en fonction de oméga l'amplitude du mouvement stabilisé. Donc typiquement ce qu'on va avoir au cours du temps, on a donc Q de t qui va ressembler à ceci, mais il y a une période de mise en régime, et puis il y a l'atteinte de régime établi, stationnaire, ou bien établi, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, établi. En anglais, ça s'appelle steady state. Et donc ce qu'on nous demande de faire ici, c'est de déterminer l'amplitude de ce mouvement-là et de la reporter en fonction du rapport oméga sur oméga 1. On doit s'attendre à avoir un phénomène de résonance ici. Ça, c'est ce qu'on connaît. Et la forme de cette courbe-là, s'il n'y a pas d'erreur, devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Ce sketch n'est pas exceptionnel. En réalité, le pic est un peu plus pointu. Il devrait ressembler davantage à ça. Je ne vais pas donner trop de détails, puisque à ce stade-ci, c'est vous qui devez construire cette courbe-là par vous-même. Alors, question subsidiaire pour ceux qui ont terminé un peu plus tôt. Je sais bien que chacun est chez soi, donc vous aurez tous fini quand vous aurez fini. Mais peu importe. Ce qu'on pourrait faire, c'est calculer aussi la réponse de la structure quand on la soumet à une sollicitation qui est sinusoïdale. Donc je représente maintenant la solution sinusoïdale. Je fais comme ceci. Représentez-la sur quelques cycles. Je dirais environ une cinquantaine de cycles. Avec une fréquence qui est égale
à 2 fois oméga 1 et puis stop, une réponse libre. D'accord, donc on a plusieurs exercices. Le premier consiste à calculer l'évolution au cours du temps de la réponse dans différents cas, notamment regarder ce qui se passe quand la fréquence du chargement est beaucoup plus grande, beaucoup plus petite ou du même ordre de grandeur que la fréquence propre. Ensuite, 2, représenter l'amplitude du mouvement stabilisé. Et puis 3, optionnel, regarder ce qui se passe quand la sollicitation est une sollicitation périodique avec une fréquence de 2 radians par seconde, c'est-à-dire 2 oméga 1, pendant environ 50 cycles, calculer la durée nécessaire pour pouvoir représenter cette sollicitation, et P de T. Et puis ensuite, vous l'arrêtez brutalement et calculer la réponse dynamique, donc au-delà de cet arrêt, de manière à pouvoir capturer aussi la réponse libre. Voilà, je vous laisse faire ça. Ça devrait prendre, comme d'habitude, une petite demi-heure ou une demi-heure, 3/4 d'heure. Essayez de prendre le détail, essayez d'analyser le détail de chacune des courbes et de tirer un maximum d'informations. Ce que vous pouvez tenter éventuellement de faire varier, c'est aussi le coefficient d'amortissement. Donc si vous voyez que vous êtes confortable dans les simulations, que ça ne prend pas trop de temps, que c'est pas trop long, mais n'hésitez pas à le diminuer un petit peu pour revenir vers des valeurs qui sont plus raisonnables, comme les valeurs habituelles dans le domaine du génie civil. Allez, voilà, bon boulot!